À cette altitude, le froid est palpable. Il emprisonne la nature dans un véritable carcan. Pourtant, des traces de vie sont visibles. Les animaux qui les ont laissés évoluent à la limite d'un habitat extrême. Les chamois sont les plus résistants des habitants de la montagne. Mais malgré la rudesse de cet environnement, ils ne sont pas seuls. Nous ne sommes ni en Alaska, ni en Sibérie, mais en Autriche, dans les montagnes qui environnent Schladming. Schladming est une des stations de ski les plus modernes des Alpes-Orientales, nichée entre la chaîne du Niedere Tauern et le massif du Dachstein. Les grandes villes ne sont qu'à quelques heures de voiture de la vallée de l'Enns et son arrière-pays sauvage. Dans ces montagnes, l'hiver dure parfois 6 mois. Les conditions de vie particulièrement difficiles poussent de nombreuses espèces à la limite de leur résistance. Pour vivre ici, il faut économiser ses réserves, ne pas s'agiter inutilement et fréquenter de préférence les hauteurs où règne la solitude et le calme. Pour ce qui est du calme, c'est plutôt mal parti. Les télésièges déversent des milliers de skieurs sur les sommets les plus élevés. De là, les amateurs de glisse ont accès à un vaste domaine au milieu des sapins. Au fil du temps, les chamois ont dû s'adapter à cette frénésie de bruit et de mouvement. Heureusement, cette agitation ne dure que quelques heures. Bien avant le coucher du soleil, les skieurs regagneront la vallée et ses chalets accueillants. Désormais, pour les chamois, les tempêtes glaciales ne sont plus synonymes de stress, mais de répit. Au moins, par un temps pareil, les humains ne se risquent pas dehors. La fourrure du chamois constitue la plus efficace des tenues de montagne. Déperdition de chaleur presque nulle et respirabilité parfaite. Les chamois ont une particularité. Ils peuvent faire baisser leur température corporelle et ralentir leur rythme cardiaque. De 90 pulsations par minute en été, ils tombent à 40 en hiver. Ce sont les rois des économies d'énergie. Cela explique que cet animal ait besoin de moins de nourriture l'hiver. Mais la moindre intrusion dans les zones de repos des chamois peut mettre en danger cet équilibre délicat. Les cerfs, eux, ont une autre solution pour survivre aux mois les plus froids.
Tout autour de Schladming, les chasseurs ont installé des mangeoires dans des secteurs clôturés. Les animaux ne peuvent franchir la barrière que dans un seul sens. Une fois entrés, ils passent donc l'hiver dans l'enclos. Ainsi, la forêt est préservée et les cerfs ne sont pas en contact avec les touristes. 1 ou 2 chasseurs, toujours les mêmes, s'occupent de remplir les mangeoires. Les animaux sont donc habitués à eux. Les cerfs n'ont jamais été aussi nombreux qu'aujourd'hui. À l'inverse, leur territoire n'a jamais été aussi réduit. Beaucoup doivent rester dans les enclos tout l'hiver. Autrefois, les zones d'hivernage des cervidés couvraient un vaste périmètre. Elles s'étendaient des sommets jusqu'aux prairies qui bordent la rivière. Mais les hommes se les sont peu à peu appropriées. Au-delà des pistes de ski sur le massif du Dachstein, s'étend un arrière-pays qui est resté sauvage. Même l'été, c'est une des régions les plus désertes d'Europe centrale. De temps à autre, un animal farouche et discret traverse les étendues neigeuses. Le loup a beau être une espèce protégée, il n'est pas pour autant en sécurité. La haine séculaire que lui voue l'homme n'a pas disparu. Les fables et les idées fausses sont encore bien vivaces, et le loup est perçu comme une bête féroce. Pourtant, dans les pays voisins de l'Autriche, ils sont des centaines à cohabiter avec les hommes. Les Alpes autrichiennes accueilleront-elles un jour à nouveau des loups ? Peu à peu, les jours rallongent, tandis que les pistes raccourcissent. Et puis un jour, les remontes-pentes et les télésièges s'arrêtent. Mais ce calme est trompeur et éphémère. Un terrain plat en bordure de forêt, une neige tassée comme une piste de Coupe du Monde, une vue parfaitement dégagée et surtout, pas un humain à l'horizon. C'est l'endroit idéal. En avril, c'est le lieu que choisissent les tétralyres pour se rassembler. Les mâles prennent place au centre de l'arène, sous l'œil attentif des femelles. Elles ne paraissent pas particulièrement impressionnées par la parade nuptiale. Pour les séduire, il va falloir faire des efforts. C'est là que l'expression « voler dans les plumes » prend tout son sens.
Début mai, le soleil commence à réchauffer les versants exposés au sud. Si le fön se lève pendant la nuit, la neige fond encore plus vite. Brusquement, le printemps prend des couleurs. Les crocus et les élébores sortent enfin de la terre glacée. Bientôt suivi par les bruyères des neiges et les cardamines. Il y a longtemps que la mince couche de terre ne suffit plus à absorber l'eau de la fonte des neiges. Quand la température remonte, les chamois ne sont pas à leur avantage. C'est le début de la mue. Mais l'été est trop court et leurs robes plus légères ne remplacent jamais complètement leur pelage d'hiver. Dès la mi-août, celui-ci recommence à pousser. Jour et nuit, le bruit de l'eau résonne dans la montagne. Des centaines de torrents vont se jeter dans l'Enns, plus bas dans la vallée. Gargouillis, murmures, grondements, les ruisseaux et les cascades font un bruit assourdissant. Dans cette région du monde, l'eau qui dévale des montagnes est particulièrement abondante, et cela s'entend. Les truites fario sont chez elles dans l'eau glacée et très riche en oxygène des torrents. Extrêmement rapides, elles s'embusquent dans des trous profonds. À l'abri du courant, elles attendent le passage d'une proie. Dans la forêt, les troncs d'arbres tombés en travers du lit du torrent forment de petites retenues d'eau le long de la berge. C'est là que vit une espèce de plus en plus rare. L'écrevisse des torrents est le plus petit crustacé d'Europe. Elle mesure à peine 10 cm de long, trop petite pour passer à la casserole. Ce n'est pas le cas de l'écrevisse à pattes rouges, en voie de disparition. Mais sa présence est un gage de la pureté de l'eau, car elle est sensible au moindre dérèglement. Cette truite fario n'a pas survécu à l'hiver. Les écrevisses viennent de loin pour un tel festin. Omnivores, elles font office de nettoyeurs dans les cours d'eau. Les mâles sont dotés de grandes pinces puissantes, mais dans un courant aussi fort, cela ne leur sert pas à grand-chose. L'aménagement des rivières et l'implantation de centrales hydroélectriques ont détruit l'habitat des écrevisses à pattes rouges. Il est nécessaire de protéger cette espèce avant qu'elle ne disparaisse définitivement. Le versant opposé de la vallée de l'Enns est complètement différent. Le pic du Grimming et le massif du Dachstein comptent parmi les formations géologiques les plus impressionnantes des Alpes calcaires.
plateau du Dachstein est un des causes karstiques les plus hauts d'Europe. Ce relief s'est formé il y a 200 millions d'années. Les roches sont un empilement de squelettes coralliens, de coquillages, d'algues et d'autres organismes marins. Ces fossiles de moules géantes, appelés ici pieds de vache, sont typiques du Dachstein. Ce calcaire s'est formé dans une mer chaude. Au fil des siècles, il a été littéralement rongé par l'eau de la fonte des neiges, d'autant plus agressive qu'elle est glacée. La roche s'est dissoute, comme les immenses glaciers qui remplissaient autrefois toute la vallée de l'Enns. L'eau s'est frayé un chemin à l'intérieur de la montagne par des milliers de fissures. Avec le temps, elle a façonné un monde souterrain étrange et fascinant. On a recensé dans le massif du Dachstein 280 km de galeries et 800 grottes. La glacière du Géant est la plus belle et la plus célèbre. Ces salles hautes comme des cathédrales ont été creusées par l'eau il y a 10 millions d'années. Par temps froid, elles sont traversées par des courants d'air glacés qui sculptent des formes grandioses. Puis, quand le temps se réchauffe, la glace fond. Les glaciers de l'est et du nord des Alpes descendent jusqu'au Dachstein. Mais pour combien de temps encore ? Par une chaude journée d'été, on peut se faire une idée de ce qui s'est passé à une échelle bien plus grande à la fin de chaque glaciation. L'eau de fonte s'infiltre dans les fissures de la roche et emporte un peu de la chaleur du soleil jusqu'au cœur du glacier. Celui-ci perd quotidiennement 5 millions de litres en été. Puis, l'eau s'enfonce encore plus profondément sous la roche. Par temps chaud ou quand il pleut, les cours d'eau souterrains gonflent en quelques heures. Ils se transforment en véritables torrents et érodent la roche. À la surface, le phénomène est invisible. Même en période de pluie diluvienne, l'eau disparaît immédiatement sous terre. Malgré un niveau élevé de précipitations, le plateau du Dachstein reste une des régions les plus arides des Alpes. C'est l'été. Au pied du massif, à plus de 1000 mètres sous le niveau du glacier et à des kilomètres de là, des pierres moussues trahissent la présence d'une source. Le matin, seul un maigre filet d'eau s'écoule. Mais à partir de midi, la source commence à gargouiller.
Et après une grosse averse sur le plateau, mieux vaut éviter de pique-niquer au bord du ruisseau. Comme dans un gigantesque entonnoir, les différentes sources convergent. Cela illustre ce qui se passe au cœur de la montagne lorsqu'il fait très chaud ou qu'il pleut en amont. Ici, les poissons n'ont pas la vie facile. D'autres animaux sont plus favorisés. L'hiver, les lacs karstiques autour du plateau sont à sec, mais dès le printemps et jusqu'à l'automne, l'eau de la fonte des neiges s'y déverse. Au début de l'été, d'innombrables larves d'amphibiens s'y faufilent. Partout ailleurs, la majorité de ces larves est dévorée par les poissons. C'est pour cela que crapauds, grenouilles et tritons pondent une telle quantité d'œufs. Mais ici, c'est le paradis des têtards. Des millions de larves de grenouilles rousses et de crapauds communs grandissent en toute sécurité. Avant que les lacs ne s'assèchent de nouveau à l'automne, une multitude de jeunes amphibiens gagnera les forêts voisines. À la mi-juin, en altitude, la plus grande partie de la neige a fondu. Pour les éleveurs, le moment est venu de mener le bétail vers les alpages. Les pâturages de montagne produisent le meilleur fourrage. Cette forme d'exploitation des herbages a un autre avantage. Elle permet aux prairies de basse altitude de se reconstituer. Il y a encore quelques décennies, les éleveurs de la région de Schladming produisaient beaucoup de beurre et de fromage. Mais en altitude, la laiterie intensive n'est plus rentable. Aujourd'hui, seul le jeune bétail effectue la transhumance. De nombreux chalets d'alpage sont à l'abandon. Dans le relief accidenté du Dachstein, il n'est pas rare que les bêtes se perdent ou se blessent. Il faut être sans arrêt sur la brèche pour les surveiller. La vie des éleveurs n'a pas beaucoup changé en plus de 5000 ans. D'innombrables générations de vachers ont emprunté les mêmes sentiers qui serpentent dans ce relief hostile. Sur les parois rocheuses, ils ont immortalisé leurs idées, leurs rêves, mais aussi des événements réels. On reconnaît des armes, des animaux, des symboles de fertilité et sans doute des représentations de leurs croyances. Mais aujourd'hui, leur signification nous échappe.
Les alpages sont encerclés par des forêts immenses et presque intactes. Seuls quelques sentiers presque invisibles les traversent. Les gardes forestiers autrichiens sont les gardiens de ce trésor naturel, en grande partie protégé. En Europe, les forêts encore naturelles sont rares. Pourtant, c'est leur diversité qui permet à la faune et la flore de survivre. La chevêchette d'Europe est la plus petite chouette d'Europe. Celle-ci a élu domicile dans un ancien nid de pique. Le mâle rapporte à manger pendant que la femelle s'occupe des oisillons. Le passage du relais s'effectue toujours à l'extérieur du nid. Les rongeurs pullulent dans la forêt. Mais les parents ne sont que 2 et il y a en tout 7 becs à nourrir. Les 2 parents n'ont pas eu une minute à eux depuis des semaines. L'intérieur d'un nid est d'une propreté méticuleuse. C'est une nécessité dans un espace aussi minuscule. Les 5 oisillons sont enfin rassasiés et endormis. La femelle profite de ces rares moments de calme. Dehors, le mâle peut bien l'appeler tant qu'il veut. Elle fait la sourde oreille. Le mâle finit par cacher son butin avant de repartir chasser. Les prochaines pluies ne tarderont pas. Mieux vaut faire des réserves à proximité du nid. Le grand tétras est le plus grand et le plus exigeant des oiseaux des forêts. Il a besoin d'un habitat continu et naturel. Afin d'aider cette espèce en déclin, le service des forêts autrichiens a mis en place un important programme de protection sur le plateau du Dachstein. Son objectif, préserver la qualité de l'habitat et gérer le tourisme de façon raisonnée. C'est l'été. Les prairies d'altitude sont maintenant d'un beau vert. Les hardes de cerfs mâles paissent tranquillement de leur côté. Les femelles et les jeunes se sont regroupés dans d'autres secteurs de la montagne. L'herbe est grasse et riche et les cerfs débordent d'énergie. Quand ils ne sont pas dérangés, ils broutent à longueur de journée.
En altitude, le vent souffle en permanence. C'est la meilleure protection contre les moustiques et les mouches. Tant que l'homme ne vient pas jouer les intrus, le bref été est une période paisible pour les cerfs. Au sud de Schladming se dressent les centaines de sommets de la chaîne du Niederer Tauern. Le plus haut culmine à près de 2900 mètres. Les cirques glaciaires isolés sont un terrain de jeu idéal pour les chevreaux. Nés en mai, ils sont robustes et ont déjà le pied sûr. Ils ne sont pas encore sevrés. Rassemblés en grands groupes, ils sont sous la surveillance étroite des mères. Bientôt, le premier hiver mettra leur résistance à rude épreuve. Les jeux sont aussi une façon de se préparer à survivre. Les chamois se déplacent sur un relief extrêmement difficile. Ils font preuve d'une habileté, d'une force et d'une rapidité incroyables. Mais tout cela s'apprend. Pour l'instant, le plus grand danger vient de leur insouciance. Mais les mères veillent au grain. Le pelage épais et dense des chamois les protège du froid toute l'année. Mais la chaleur de l'été peut vite devenir inconfortable quand on ne peut pas se déshabiller. Quand la température grimpe, les chamois se réfugient dans les derniers champs de neige. Aujourd'hui, les packages descendent bien en dessous de la limite des arbres. Depuis des siècles, les hommes ont défriché les forêts pour créer de nouveaux pâturages. Les animaux sauvages qui vivaient habituellement au-dessus de cette limite ont ainsi vu leur territoire s'agrandir. Les marmottes aiment les prairies dégagées. Après la dernière glaciation, la progression des forêts vers les sommets les avait forcées à migrer en altitude. Depuis, elles sont revenues vers des zones situées beaucoup plus bas, là où les bovins paissent entre les mélèzes. Il n'y a pas très longtemps que ces jeunes marmottes ont quitté le terrier où elles ont passé les 6 premières semaines de leur vie. Une carotte en échange d'une photo. Les marmottes s'accommodent d'autant mieux des touristes que ces derniers tiennent les aigles à l'écart. L'été au moins, elles n'ont aucun mal à se nourrir. Le tourisme, c'est bien,
Mais cela ne suffit pas. Les marmottes savent qu'elles doivent se préparer avant le retour du froid. Le sol du terrier doit être recouvert d'un lit d'herbe. C'est là que tous les membres de la famille passeront les 6 mois d'hiver, serrés les uns contre les autres. Située à 1 mètre sous terre, la chambre à coucher sera parfaitement isolée. Mais après avoir bien creusé, une petite sieste est la bienvenue. Début septembre, les premières brumes s'élèvent au-dessus des prairies qui bordent l'Enns. L'été est fini. Les chamois arborent désormais leurs robes d'hiver. Ils ont engraissé pendant les beaux jours et ils continuent d'emmagasiner des réserves avant les premières neiges. Pour les chevreaux, le temps de l'insouciance est terminé. Les mères refusent de plus en plus souvent d'allaiter leurs petits, jusqu'à ce qu'ils soient complètement sevrés. Une chose est certaine, seuls les plus forts survivront à leur premier hiver. À la mi-septembre, le calme est revenu sur les alpages. Le tintement des clarines s'est tu. La montagne résonne désormais de cris rauques, le brame des cerfs. Tous les ans à la même époque, mâles et femelles se rassemblent. Certains ont parcouru une centaine de kilomètres. Sur les sites traditionnels du Rut, la tension est palpable. Le cri puissant des mâles dominants agit comme un aphrodisiaque sur les biches. Le bruit, les odeurs et la fébrilité générale contribuent à les mettre dans de bonnes dispositions. Les femelles ne sont fécondes que 2 ou 3 jours en tout pendant la période du Rut. Les cerfs ne les lâchent pas d'une semelle pour ne pas rater le bon moment. Protéger son harem contre les rivaux demande une énergie colossale. Jour et nuit, les mâles pourchassent les femelles, se battent et brament sans relâche. Beaucoup d'efforts pour un accouplement étonnamment bref. Après la période du Rut, les montagnes retrouvent leur sérénité. Les animaux reprennent possession des forêts. À cette saison, les hommes ne s'y aventurent plus que rarement.
les immenses forêts qui entourent Schladming accueilleront peut-être un jour certains de leurs habitants originels. Depuis plusieurs décennies, les ours bruns, les lynx et les loups sont protégés presque partout en Europe. Ils commencent tout juste à revenir dans les Alpes. Le loup notamment gagne du terrain. 3 grandes populations vivent dans les Carpates, les Alpes occidentales et les Balkans. Et ces dernières années, plusieurs individus ont migré jusqu'en Autriche. Les forêts autour de Schladming sont au carrefour de ces migrations. Il ne faut pas craindre le retour du loup en Autriche. Après tout, les légendes ne sont rien d'autre que des légendes. En Allemagne, en France et en Italie, les hommes ont réappris à vivre avec ces animaux. En Roumanie, en Croatie, en Slovénie et en Slovaquie, ils ont toujours fait partie du paysage. Pourquoi l'Autriche ferait-elle exception ? Jusqu'à présent, quelques loups solitaires se sont contentés de traverser l'Autriche sans jamais s'y établir. Mais un mâle et une femelle pourraient finir par se rencontrer et engendrer une nouvelle population. L'espace ne manque pas et les conditions de vie sont idéales. Quand les mélèzes jaunissent et que les sommets redeviennent blancs, l'arrivée de l'hiver est imminente. Il peut parfois s'installer du jour au lendemain, mais pas cette année. La neige commence à tomber de manière un peu hésitante au début. Mais elle ne s'arrête pas, et surtout, elle tient. Le paysage s'est vite transformé. Les jeunes chamois découvrent un monde nouveau. Ils ne trouvent plus pour se nourrir que des bourgeons de mélèze et des pousses de genévrier. C'est précisément à cette époque, au début de la période la plus difficile de l'année, que les chamois se reproduisent. Les mâles cherchent la compagnie des femelles. Ils délimitent leur territoire grâce à une substance sécrétée par une glande située à la base des cornes. Pour que les choses soient bien claires, chacun marque jusqu'au moindre brin d'herbe. Mais cela ne décourage pas certains audacieux. Au contraire, les 2 rivaux se défient d'abord du regard. Si cela ne suffit pas, l'intrus est pris en chasse. Seuls les plus robustes tiennent ce rythme effréné.
temps de passer aux choses sérieuses. Mais la femelle fait sa mijaurée. Il va falloir faire preuve de délicatesse. Le mâle se fait tout petit. Il exhibe la tache blanche de sa gorge et se rapproche tout doucement. La tactique ne marche pas à tous les coups. C'est la femelle qui choisit le père de sa future progéniture. Le mâle qui n'a pas la chance de lui plaire n'a plus qu'à se chercher une autre partenaire. Un matin d'hiver paisible sur le plateau du Dachstein. Mais c'est le calme avant la tempête. Début décembre, c'est l'ouverture de la saison de ski à Schladming. Comme tous les ans, les remontées emmènent des skieurs toujours plus nombreux vers les sommets. Une nouvelle fois, les chamois doivent faire face à des hordes de touristes. Les animaux qui vivent ici ont mis des milliers d'années pour s'adapter à cet environnement extrême. Ils sont ici chez eux. Aujourd'hui, il leur faut s'adapter de nouveau à un intrus envahissant. Même si les hommes ne sont que de passage dans les montagnes de Schladming.